Aïe aïe aïe, Charles Olivon qui s'est fait le genou. Après Danti et Ficou qui sont out pour le début du tournoi, et ben c'est le tour de Charles Olivon. Surtout qu'on a 2 week-ends de Champions Cup qui arrivent et on sait très bien que la liste elle va s'allonger. Mais du coup, peut-être qu'on aura des premiums pour aller faire la tournée en Nouvelle-Zélande. On va faire le point sur la liste des Bleus et en même temps j'ai une idée révolutionnaire. Toulouse a décidé d'inscrire une équipe en Pro D2. Antoine Dupont qui s'inquiète de l'intégrité physique des joueurs. Le Stade Français relégable et le Racing qui coule. Toulon et l'UBB qui sont en train de danser et faire la fiesta. Et la question de la fin, est-ce que c'est possible de performer si on n'a pas une culture club? On a pas mal de trucs intéressants à voir dans cette vidéo. J'espère à tous que vous avez passé des bonnes fêtes. Et pour ceux qui vont faire un mois de janvier sans alcool, je vous souhaite bon courage. Et bienvenue pour ce premier débrief de l'année. Si c'est pas fait, vous connaissez la chanson. Vous pouvez déjà lâcher votre petit pouce bleu pour pas l'oublier. Parce que vous êtes nombreux à regarder et vous le mettez pas tous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à vous abonner avec la petite cloche. On y va? Charles Olivon s'est fait le genou. Si c'est une entorse, en fonction du stade de l'entorse, ça va être 3 semaines, 5 semaines ou 7 semaines. Donc, a priori, pour le début du tournoi, il est out, comme Jonathan Danty et Gaël Ficou. Et ça, c'est avant 2 matchs de Champions Cup. On sait que, a priori, la liste, elle va s'agrandir un petit peu. D'ailleurs, la liste de Fabien Galtier pour les 42 bleus qui vont être sélectionnés sort la semaine prochaine. Il y aura évidemment un débrief dessus. Alors, ça m'amène au point suivant. La FFR et la LNR ont signé une convention avec des joueurs qui sont dits premium, qui sont protégés pour ne pas dépasser un certain nombre de matchs dans l'année. Au vu du calendrier infernal qu'il y a pour les Bleus, et pour le top 14, la Champions Cup et ceux qui sont internationaux, c'est tout à fait normal et tant mieux parce que le but c'est de les protéger. Donc si on calcule, les joueurs qui sont protégés par cette liste vont jouer 8 matchs avec l'équipe de France. 3 pendant la tournée de novembre et 5 pendant le tournoi Destination. Donc les mecs ne doivent pas en théorie dépasser 8 matchs avec le 15 de France pendant l'année. Soit, maintenant, prenons Damien Penaud, Mathieu Jalibert, Romain Ntamak. Aucun de ces mecs-là n'a joué pendant la tournée de novembre. C'est-à-dire qu'ils sont déjà à moins 3 matchs avant de commencer le tournoi Destination. On peut en rajouter d'autres, hein. Ficou qui était hors groupe, Olivon hors groupe, Danty qui n'était pas là pendant la tournée de novembre. Donc ces joueurs-là n'auront pas les 8 matchs qu'ils peuvent jouer pendant l'année avec les Bleus, même s'ils sont protégés. Donc qu'est-ce qui empêche Fabien Galtier de les prendre pour aller jouer les 3 matchs contre les Blacks cet été en Nouvelle-Zélande? Mais moi je pose la question, est-ce que quelqu'un a la réponse en commentaire? Parce que cette liste, elle est faite pour protéger l'intégrité physique des joueurs qui jouent pas trop de matchs, mais les mecs ils ont été blessés, ils ont pu aussi se ressourcer, régénérer, etc. Ils n'ont pas joué, avec l'équipe de France, donc pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas partir? Moi je veux bien qu'on me l'explique dans les commentaires. Est-ce que Antoine Dupont va faire changer les choses avec sa déclaration, son petit tweet sur l'intégrité physique des joueurs? Enfin je l'espère. Disons qu'il a félicité ses partenaires qui ont fait un joli match à La Rochette, notamment les petits jeunes, on va revenir dessus, mais surtout il s'est inquiété de la protection de l'intégrité physique des joueurs. Dans sa story Instagram, il a écrit « Fier du talent et du courage des jeunes ». Cependant, il a ajouté ensuite une critique. En revanche, la protection de l'intégrité physique des joueurs, 3 petits points. Alors là-dessus, il n'a pas ciblé spécifiquement l'arbitre et des actions particulières, mais les actions, on les a tous vues. Pour ceux qui ne les ont pas vues, il y a un plaquage de Reda Wardy sur Valentin Delpy, le petit jeune, à la 18e minute de jeu, qui est jugé licite par l'arbitre. Alors quand tu le vois arriver, Reda Wardy, il a l'épaule en avant, il essaye de te l'impacter, alors il met le bras, le plaquage, il aurait été magnifique. Mais alors là, ça fait juste paf, une espèce de charge à l'épaule, tu fais waouh, mais en fait, comment c'est toléré? Et la seconde action, qui est encore plus polémique, c'est le déblayage de Latou, le talonneur australien, à la 51e minute. Cette action, elle a particulièrement attiré l'attention. Latou, il a chargé Darroch dans un ruck et il touche d'abord son épaule, puis sa jambe. Darroch, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit jeune qui est âgé de 19 ans et il a dû quitter le terrain sur blessure à la suite de cette action, blessure à l'épaule. L'arbitre Luc Ramos, il a donné un carton jaune à Latou pour cette action, mais si tu reprends un petit peu sur une action qui est similaire, on va dire, sur une entrée sur le côté où tu peux prendre la jambe en porte-à-faux et tu peux facilement faire un croisé en fait sur ce genre d'action, finale de la Coupe du Monde de rugby, même si on a beaucoup critiqué l'arbitrage, l'arbitre de la finale, il sort un carton rouge. Les Blacks jouent la finale de la Coupe du Monde à 14. Et cette décision de l'arbitre, elle a suscité des réactions parce qu'il dit « Pour moi, la force n'est pas au niveau de l'articulation. La force est sur l'épaule. C'est une charge à l'épaule, sur l'épaule adverse. » Et alors, je suis pas toujours d'accord avec Richard Dourte, mais Richard Dourte, là-dessus, je suis d'accord. Il dit « Non, c'est dangereux en fait. Ça, c'est rouge direct. » Et c'est important de noter que c'est quand même pas la première fois que Antoine Dupont, il commence à s'exprimer au sujet de l'arbitrage. Il l'a fait après un match à Exeter en Champions Cup, là, il y a 2 ou 3 week-ends, où il a été la cible de plaquage à retardement pendant tout le match. Bah ouais, t'as envie de le ralentir. Mais c'est des gestes qui sont dangereux, ça. Quand t'es relâché, que t'as lâché ton ballon, bam, le mec, il arrive, il te sèche. Et cette préoccupation de Dupont, pour moi, elle me fait extrêmement plaisir parce que c'est un sport que j'adore, mais c'est un sport qui est accidentogène, le rugby, faut pas se leurrer. Et quand tu vois les darnes que les mecs, ils se mettent dans la tronche, mais bien sûr, je crois que tu as 30%
des joueurs de rugby qui sont en permanence blessés dans une équipe. Et à partir du moment où Antoine Dupont il commence à tweeter ou à mettre des trucs sur les stories Instagram là, etc., c'est une très bonne chose parce que ça va faire réagir. Les autres nations, ils s'en privent pas. Les stars comme Wilkinson, Matt Guito, tous, en fait, à chaque époque, on a eu des joueurs qui étaient capables de parler sur l'arbitrage, de faire passer des messages. Donc peut-être que ça va faire évoluer progressivement le règlement. On fait un point sur le classement. L'UBB a pris les commandes devant Toulouse. Alors l'UBB arrive à faire du turnover, mais pas autant que Toulouse. Les Toulousains, je pense qu'ils vont avoir une fraîcheur au moment des phases finales. Toulon se rapproche de Toulouse, ça c'est une sacrée nouvelle, mais Toulouse qui joue avec des espoirs, on va y revenir. Montpellier avec sa belle victoire continue de s'accrocher et surtout là où ça pue du zboob, c'est du côté du Stade Français et de Vannes. Vannes qui perd à domicile et qui a 7 points de retard sur l'avant-dernier et le Stade Français qui perd à domicile et qui se retrouve avant-dernier. Au niveau des MVP de la journée, pour moi, on a Baptiste Serin. Il a punché avec Toulon. C'est un des gros artisans de la victoire contre le Racing et il a cette capacité. C'est peut-être le seul joueur que je vois faire ça, qui ramasse le ballon au bord d'un ruck et qui met un petit coup de pied à suivre pour lui-même. Mais genre vraiment une petite passe au pied tout de suite pour lui-même. Et ensuite, Nolan Le Garec qui lui a survolé les débats. Les deux MVP sont dans le même camp ce coup-ci, enfin dans le même match. Et contre en fait, il a inscrit 19 points des 24 de son équipe. Il met 2 essais. Il a fait juste une prestation qui a été monstrueuse. Et maintenant, on passe à Toulouse qui a décidé d'inscrire une seconde équipe en Pro D2. Et ouais, normal, ils sont partis jouer à La Rochelle avec les espoirs. Si on retire Cyril Bay de la feuille de match, et surtout des titulaires, la moyenne d'âge des 15 titulaires est de 21 ans. Oh calme, ils pourraient vraiment se permettre d'avoir une seconde équipe en Pro D2, Toulouse en fait. Et ça me choquerait même pas s'ils arrivaient à monter en top 14. Tu t'imagines, il y aurait des derbies en top 14 Toulouse-Toulouse. Et là, tu peux me dire, mais non, il n'y aurait pas l'effectif. Mais mate un peu ça. T'aurais une troisième ligne Cross, Willis, Banos versus Jelonge, Castro Ferreira, Roumat. À la charnière, t'aurais un Dupont-Malia d'un côté contre Graou ou le 9 japonais et Ntamak de l'autre. Au centre, t'aurais un Aki Barassi contre Choco Barès et Coste. Et en troisième ligne, t'aurais Bitouni-Yata de Libre Ramos contre Lebel, Capuzzo et King Horn. Ah ouais, j'oublie même Nelson Epé, champion olympique qui a du mal à jouer. Et si jamais tous ces mecs-là suffisent pas, ils ont leurs espoirs qui sont capables d'aller presque faire match nul à La Rochelle. Bon, ils ont envoyé les espoirs à La Rochelle. Perso, je trouve ça naze. Alors, je trouve ça pas naze pour les jeunes parce que c'est extrêmement bien. Ça fait plaisir de découvrir des nouvelles têtes. Mais franchement, c'est relou. Ça fait plusieurs matchs où ils jouent en prime à 21 h le soir et ils t'envoient l'équipe 2. Mais d'un côté, au moins, c'est des matchs équilibrés. C'est-à-dire que le match est serré quand ils envoient leurs espoirs. Mais tu les comprends, ils ont un déplacement en Afrique du Sud là pour aller jouer de la Champions Cup ce week-end. Évidemment, ils laissent des mecs au repos et ils gèrent leur effectif. Mais ils ont un effectif tellement large. Imagine-toi quand même qu'il y a quelques années, n'importe quel club qui envoyait ses espoirs en top 14, mais pouf, ils se prenaient 50 points dans la tronche. Maintenant, Toulouse, ils envoient leurs espoirs et il y a match. T'en as d'autres, ils envoient leur équipe type et ils en prennent 50. Alors, c'est pas du très joli jeu, même si tu sens cet ADN toulousaine, mais par contre, ils sont en train de ralentir tous les ballons sur les phases de ruck. En fait, c'est des matchs au couteau un petit peu. Après, on peut que féliciter Hugo Mola, tout son staff et surtout le staff de l'assaut, en fait, le travail de formation qu'ils font pour accompagner ces jeunes. Ah oui, c'est anecdotique. Au fait, La Rochelle gagne 22-19 sur ce match et il le gagne sur la dernière action où il y a, comment il s'appelle, Antoine Assoy qui met une pénalité. Mais tu regardes le match, tu fais waouh, les mecs ils ont gagné le match, ils tiraient la gueule à la fin. Mais toi à la place des adversaires de Toulouse un petit peu, tu les bats pendant la saison régulière. Mais tu sais que tu vas les retrouver potentiellement en phase finale. Tu as eu du mal à les battre pendant la saison régulière alors qu'ils ont envoyé leurs espoirs et qu'ils ont laissé quasiment tout leur cadre au repos. Mais forcément, même si tu aimes challenger, ça te travaille dans la tête. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'empêcher de penser pendant toute la semaine avant de les jouer. En fait, on a eu du mal à battre leurs espoirs. Là, on va jouer contre l'équipe type. Et pourtant, c'est des mecs qui se côtoient en équipe de France, hein, parce que t'as pas des peintres à La Rochelle. Quand tu prends ces Boudéon Aldrit, la troisième ligne, ils ont l'habitude de jouer en équipe de France. Ben là, en fait, ils se font accrocher. Tu prends Antoine Dupont dans l'effectif toulousain. Depuis son titre olympique, il a joué 8 matchs de rugby, ce qui est quand même assez hallucinant. Et tant mieux pour lui, parce que ça lui permet de récupérer et c'est indispensable si tu veux avoir un Antoine Dupont en force. Mais il a joué 8 matchs de rugby. Il en a joué 3 avec l'équipe de France. 2 en Champions Cup et 3 en top 14. C'est-à-dire que Antoine Dupont, là, pour le moment, sur la première partie du championnat, donc sur 13 matchs et 14 avec celui qui vient de se passer ce week-end, il en a disputé que 3. Donc Toulouse a la possibilité de ne pas faire jouer Antoine Dupont. Ils le font jouer que sur les matchs importants. Et c'est juste impressionnant parce que ça veut dire que quand ils vont arriver en phase finale,
mais les mecs ils vont avoir une fraîcheur qui va être juste monstrueuse. Alors ça c'est pour tout notre plaisir, ils gèrent très très bien leurs internationaux, mais ça fausse un petit peu le championnat. Ou alors il faudrait réfléchir à limiter le nombre d'internationaux par équipe. Mais là on rentre dans un autre débat. Toulon Racing, les Toulonnais se sont imposés 36-24 contre le Racing. Baptiste Serin était dans un état de grâce, ils ont imprimé un rythme de malade. Et là où ça me fait plaisir, c'est que Toulon est une équipe qui arrive énormément à déplacer le ballon, et c'est pas pour rien que Gaël Dréan, du coup leur ailier, est meilleur marqueur du top 14. Et ils inscrivent 24 points, le Racing, pourtant tu sens qu'ils ne mettent pas Toulon en difficulté. C'est-à-dire que tu as une interception qui marque, en fait tu as 2 essais qui marquent, qui sont sortis de nulle part. S'ils les marquent pas, c'est pareil, il pourrait y avoir 36-5, ça serait exactement pareil. Et ce qui fait très très mal au Racing, c'est l'indiscipline. Ils ont encore pris un carton jaune, et là, quand ils prennent le carton jaune, pendant les 10 minutes d'infériorité numérique, ils encaissent 14 points. Et je vois pas vraiment comment le Racing ils vont réussir à s'en sortir cette saison. Et alors Stuart Lancaster est sûrement quelqu'un d'extrêmement compétent, et c'est ce qui va nous amener à la fin. Est-ce que tu peux réussir à faire performer une équipe si tu n'as pas l'ADN du club et l'état d'esprit club? Parce que là, il faut pas oublier quand même que Stuart Lancaster, pas un entraîneur français, et pourtant on a des très bons entraîneurs en France, c'est un étranger qui a entraîné le Leinster avec sa façon de jouer comme l'Irlande. Est-ce que ça, c'est possible de l'adapter au top 14 et notamment au Racing, puisque tu as cet ADN club? Je suis pas sûr. Et ensuite, il y a un autre truc qui me dérange, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais autant Dan Lancaster, son fils, qu'il a recruté quand même, qui sort de nulle part, il a fait des bons trucs sur certains matchs, mais au poste de centre, là, honnêtement, il était titulaire à l'ouverture, mais je le trouve pas bon. En fait, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que tu peux faire jouer ton fils, prendre des volets et le laisser dans l'effectif. Si quelqu'un a une explication plausible, je suis preneur. L'UBB qui allait défoncer le Stade Français à Jeanbouin. 19-46. Les Parisiens, ils ont pris 46 points à domicile, ça choque personne ça. Et franchement, c'est pas joli à voir pour Paris, hein. Ils ont inscrit les 6 premiers points, ils mènent 6-0, mais après, c'est fini. Louis Bielbiarré qui est pas humain, lui, il te sort des essais, mais sorti de n'importe où. Il est dans son camp, il tape au pied, il y a un rebond, le ballon lui revient dans les mains, il va marquer tranquille, au calme. Et pour le Stade Français, c'est encore une défaite à domicile. Encore une. Si je me souviens bien, ils prennent 3 pénalités sur mêlée encore. Alors ouais, ils donnent du temps de jeu aux jeunes, etc. Mais ouais, ils ont vraiment un souci. L'UBB de son côté prend la tête du top 14, c'est génial. Mais pour le Stade Français, en fait, je suis choqué. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comment est-ce que tu peux passer, alors qu'il y a Karim Ghezal, hein, et tout le monde lui crache dessus au Stade Français, ça se passe mal en interne. Faut pas oublier qu'ils étaient barragistes l'année dernière. Non, même pas, ils vont en demi-finale l'année dernière avec Karim Ghezal. Et donc là, tout le monde lui crache dessus et tout. Karim Ghezal, il est parti. Et là, le Stade Français plonge. Je sais pas comment ça doit se passer en interne, mais à mon avis, ça doit pas être la teuf dans les couloirs de Jeanbouin. Montpellier-Bayonne, ça y est, mes chouchous bayonnais, ils ont chuté malheureusement. Et pour le coup, ils ont bien chuté contre Montpellier. Ils n'ont pas vu le jour. La première mi-temps, c'est une mi-temps à sens unique. Et le MHR, on a l'impression qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière. Stuart Hogg, il a été magistral. Il faut pas oublier que Stuart Hogg, quand même, il a refusé de faire la Coupe du Monde. Il a annoncé sa retraite juste avant la Coupe du Monde, où il a foutu l'Écosse un petit peu dans la mouise. Parce que c'était l'arrière de l'Écosse, c'est juste un joueur magistral. Montpellier a réussi à aller le chercher et à lui faire reprendre du plaisir sur le terrain. Parce que là, quand tu le vois jouer, il prend du plaisir sur le terrain. On lui souhaite que ça continue et à Montpellier aussi. Et je pense qu'en plus, ça doit en embêter plus d'un. Parce que ça veut dire que Bernard Laporte, quand même, qui a récupéré le MHR, c'était la saison dernière, qui était vraiment pas au top et tout, il a réussi en très peu de temps à reconstruire un projet qui tient la route. Franchement, on peut lui reconnaître ça. Le Loup s'impose 17-12 contre l'USAP et ça fait du bien à Karim Ghezal. On voit qu'il commence à prendre un petit peu de points au classement, commence à s'éloigner gentiment. Alors c'est pas des grands matchs de rugby, mais par contre c'est des matchs où tu gagnes. Après des matchs nuls, une petite victoire ça fait pas de mal. Castres s'est imposé contre Pau. Les Palois à mon avis ils ont raté un petit coup quand même. Ça s'est pas joué à grand chose, mais on est un peu dans ce ventre mou du classement où tu gagnes, tu perds, etc. Et t'as l'impression qu'il y a vraiment 2 vitesses dans ce championnat. L'UBB Toulouse et ensuite sa bataille. La catastrophe pour Vannes qui perd à domicile contre l'ASM. Alors l'ASM relève la tête, généralement c'est ce qu'on dit, quand t'as perdu à domicile le week-end d'avant, tu vas gagner à l'extérieur le week-end d'après. C'est ce que Christophe Furios il a fait. Par contre, il y a quelque chose que je comprends pas. Du côté de Vannes, tu sais que tu joues le maintien, tu as besoin de points. Plusieurs fois, ils ont des pénalités qui sont tentables où tu peux scorer et prendre 3 points parce qu'ils ont quand même un buteur avec la FARC qui est juste, je crois que c'est un de ceux qui a le plus haut taux de réussite dans le top 14. Et non, ils décident de prendre des pénales touches. Et ils n'ont pas été si mauvais que ça en conquête en touche, sauf qu'ils perdent 2 touches et ils les perdent sur des pénales touches dans les 22 mètres adverses. Et ça, c'est pas envisageable. C'est-à-dire que si tu vas dans les 22 mètres adverses sur une pénale touche, il faut scorer, il faut repartir avec des points. Parce que c'est ce qui leur manque à la fin. Il y a 20-19. Donc ils perdent de 1 point le match. Ça se joue à 2 points le match. C'est-à-dire que si tu as mis une pénalité, tu le gagnes. On
on passe à la question qui fâche. Faut-il une culture club pour performer au rugby? Une culture bretonne comme celle de Vannes, avec un silence dans le stade au moment des pénalités. Celle du stade français qui a duré pendant très longtemps, où tu payais très mal les joueurs, mais tu avais cette culture où c'était que des hommes du stade et ça montait au fur et à mesure. De Castres ou de Brive, qui sont dans l'élite depuis très longtemps, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui ont cet attachement au tissu local. La culture club est-elle indispensable pour performer? Des exemples comme le Stade Toulousain avec son ADN formateur, ou le RC Toulon, dominateur entre 2013 et 2015 avec une panoplie de stars. Ça illustre des stratégies et des approches qui sont vachement différentes, où il y en a une qui est basée sur la formation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stars et que tu recrutes pas de stars, mais tu es basé sur des strates de formation, ou l'autre où tu vas empiler les stars et tu vas performer. Toulouse, avec 21 titres de champion de France, ils ont développé cette culture de la gagne évidemment, mais aussi cette culture de formation et d'ADN avec un style de jeu. Aujourd'hui, tu as 60% de l'effectif, il me semble, qui est issu de la formation, et ils envisagent de passer à 70%. Cette approche, elle te permet d'avoir une relève qui est constante avec de la formation en interne, où tu as des plans de succession qui sont établis, et la transmission de ces valeurs du club et de cette façon de jouer, de cette philosophie. Parce qu'ils ont ce système de jeu et ils te forment les joueurs avec un certain état d'esprit, surtout des skills et des patterns de manière à réfléchir, à avoir la même lecture, la même intelligence situationnelle. On l'a encore vu ce week-end, c'est-à-dire qu'ils envoient leurs espoirs à La Rochelle, même si c'est un match haché qui n'est pas joli, il y a quelques actions où tu vois les espoirs qui jouent comme si c'était des pros. Enfin, ce sont des pros, mais qui jouaient comme si c'était les Dupont, Ntamak, Ramos, etc. Et donc avoir cette approche, ça te permet aussi d'intégrer beaucoup plus facilement des jeunes à l'effectif professionnel. Mais tu as Toulon qui offre un contre-exemple total. Entre 2013 et 2015, le club varois il a connu un succès fulgurant où il s'appuyait uniquement sur des stars. Johnny Wilkinson, Brian Abana, Matt Guito. Ils ont remporté 3 Coupes d'Europe d'affilée et ils ont montré que c'était capable de créer très rapidement une équipe qui est capable de performer avec des individualités qui sont issues de différents pays, de différentes nationalités et qui n'ont pas la même culture rugbystique, qui n'ont pas l'ADN club. Et ce succès, il a engendré un cercle vertueux parce que plus tu gagnes et plus le projet fonctionne, plus c'est facile d'attirer du monde. Et ces deux approches qui sont différentes, je ne sais pas si c'est possible de dire qu'il te manque une culture club pour performer ou si tu peux réussir juste avec des joueurs de l'étranger. Mais je ne suis pas sûr que les deux combinaisons soient possibles. Si tu prends l'exemple du Racing, le Racing, pendant très longtemps, ils ont eu une formation extrêmement solide. Quand je dis extrêmement solide, c'est qu'ils ont eu beaucoup de titres en champion de France en jeunes. Et pendant un moment, ils ont eu tous ces jeunes qui sont montés issus de la formation, la génération Gibert, etc. Quand ils sont arrivés dans l'effectif professionnel. C'est là où ils vont jouer leur finale contre Exeter en Champions Cup. Et est-ce que là, ils ne se sont pas plantés en recrutant quelqu'un comme Lancaster de l'extérieur qui n'a pas ce vécu club, cette capacité de transmission des valeurs où du coup les joueurs sont moins attachés au club? Je m'explique. La culture club, elle offre une stabilité sur le long terme. C'est-à-dire que tu vas favoriser en fait l'intégration des joueurs humainement au sein d'un collectif. Tu as une identité forte et une résilience face au départ. Est-ce que toi, tu aurais envie de quitter un club où tu as toujours joué avec tes potes? C'est ton club de cœur, c'est ton club. Ça te permet d'avoir des valeurs communes et aussi de réaliser des économies sur les transferts. En revanche, la difficulté là-dedans, dans ce système où tu as une identité forte et tu t'appuies sur les jeunes, c'est de ne pas tomber dans cet enfermement où tu es vachement renfermé sur toi-même au niveau de la formation, puisque c'est des anciens joueurs ensuite qui deviennent entraîneurs pour perpétuer ce cycle, comme Jean Bouillou à Toulouse ou comme beaucoup de joueurs qui passent entraîneur. Mais par exemple, tu prends le cas de Morgan Parra. Morgan Parra, il a joué toute sa vie à Clermont et pourtant il devient entraîneur au Stade Français. Est-ce que Morgan Parra serait pas plus efficace en tant qu'entraîneur à Clermont où il connaît la baraque? Je ne sais pas. Et à contrario, le fait de construire une équipe en recrutant des stars, ça peut apporter des résultats qui sont rapides et spectaculaires, mais ça pose la question de la pérennité du projet et de la stabilité sur le long terme. Parce que le jour où tu n'as plus d'oseille ou que les stars s'en vont, qu'est-ce qui te reste? Et ça, on l'a tous vu sur des clubs, alors plutôt au niveau amateur, où ils construisent un effectif pour monter de Fédéral 3 à Fédéral 2 à Fédéral 1 à National, et derrière, l'actionnaire s'en va, il n'y a plus de thunes. Ben, tous les mercenaires, quand tu arrêtes de payer les danseuses, ils s'en vont. Et alors, à moindre échelle, c'est ce qui s'est passé à Toulon, après leur succès 2013, 2014, 2015, quand tu as toutes les stars qui commencent à partir et que tu n'as pas réussi à renouveler ou que tu veux justement te réorienter, parce qu'à cette époque-là, il me semble que Mourad Boudjelal avait annoncé qu'il voulait avoir une grosse partie de son effectif qui était issu de la formation. Mais donc du coup, ça met du temps de changer et puis Mourad Boudjelal s'en va. Et là, tu n'as plus de stars et tu vois Toulon en fait qui a du mal à se qualifier et qui ne performe plus. En réalité, peut-être que la clé, elle réside entre ces deux modèles. Cultiver une identité forte, ce que je pense fait Toulouse, et être capable d'attirer des stars de l'extérieur, ce que fait Toulouse. Mais c'est facile d'attirer des stars quand tu es Toulouse et que tu gagnes tout. C'était la petite question en fin de vidéo, j'espère que ça t'a plu. Jeudi, pense à t'abonner parce que jeudi, il y aura la vidéo sur le cas de management Jalibert où j'ai pas mal taffé dessus. J'ai quelques pistes qui sont solides et franchement, c'est intéressant. Puis on se revoit bientôt. Topette l'ami.